le Global Compact, juste pour dire un mot, c'est l'interface entre le monde des entreprises et celui des Nations Unies. Et donc, je crois au rôle absolument éminent, indispensable, crucial des entreprises dans toutes ces affaires. Donc, on va en parler. Je voulais juste vous dire que le développement durable, c'est pas simplement l'énergie. Quelquefois, je suis agacé de cette espèce de polarisation sur l'énergie, comme si nous étions toujours des calories, des joules, etc. Mais je viens de discuter un peu avec votre président, qui a dit que l'énergie était absolument fondamentale, une dimension absolument essentielle au développement. Je lui dis, mais il y a aussi le cerveau humain et tout ça. Et puis, simplement, je vais attirer votre attention, par exemple, sur la question de l'eau. Hein. Il faut aussi manger, la question de l'eau qui n'est pas sans impact sur l'énergie, bien entendu, et qui est une des premières conséquences. Le cycle de l'eau sera impacté par le changement climatique, et donc il faut s'attendre aussi à un certain nombre de variations hein, dans les précipitations, les évaporations, etc. Enfin bon, voilà. Écoutez, je suis très humble devant vous parce que vous êtes tous des experts. La question de l'énergie est évidemment très importante. Le changement climatique nous impose un budget dont les scientifiques disent qu'il est entre 590 et 1240 gigatonnes de CO2. Donc, vous voyez qu'il y a une imprécision, c'est à peu près le double, mais il y a un budget et évidemment, si on veut rester en deçà de 2 degrés Celsius d'augmentation en 2100, eh bien, il va falloir rester à l'intérieur de ce budget, alors que l'Agence internationale de l'énergie prévoit en 2040 une augmentation de l'ordre de 16% des émissions, tout simplement parce que la population augmente, que les pays se développent, et donc que la demande en énergie risque d'être augmentée en 2040 d'un tiers par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, l'équation. Je pense que dans ce domaine extrêmement compliqué, c'est un peu la bouteille à l'encre, hein, parce qu'il y a tellement d'échéances différentes, 2050, 2040, 2030, 2020, enfin bref, on est un peu perdu dans tout ça, dans cette espèce d'avalanche de chiffres. Je reste pour ma part convaincu que c'est l'émission de gaz à effet de serre qui est l'indicateur principal et tout le reste doit en dépendre. Et par conséquent, dans la discussion que vous avez en France ou ailleurs, je pense que la multiplication des objectifs est préjudiciable à l'objectif. Donc voilà, pour vous dire les choses très, très nettement, hein, c'est le CO2, c'est pas les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, c'est d'abord le CO2, enfin le CO2 et les autres gaz à effet de serre, puisque c'est le problème principal. Et donc je trouve que c'est très dangereux de s'aventurer dans 1000 et 1000 autres indicateurs. D'abord, on ne va pas se fâcher que les politiques enfin s'y mettent. Hein. Pendant très longtemps, il a fallu 45 ans pour le passage de témoin entre les scientifiques et les politiques. Les politiques ont décidé enfin de signer un accord international. Cet accord international est en effet très ambitieux, mais il dispose de très peu de moyens contraignants. Il n'est pas contraignant. En fait, ce qui est contraignant, c'est deux choses. Premièrement, les 195 signataires doivent rendre public des programmes nationaux de lutte contre le changement climatique. Ces programmes, ce sont à la fois des mesures de mitigation, des mesures d'adaptation et des mesures d'aide de coopération avec les pays en développement. Hein. Donc, c'est ça qui doit être rendu public. Et ils ont l'obligation, tous les 5 ans, de les améliorer. Améliorer, ça veut dire, en principe, que l'empreinte CO2 doit diminuer. À partir du pic, on ne sait pas chaque pays décide de son pic, mais je pense que les conséquences de cet accord, lorsqu'il sera ratifié, seront plus importantes que prévu, et notamment que cet accord sera opposable également aux règles du commerce international. Donc il faudra voir un petit peu ce que ça signifie, les juristes auront beaucoup de travail à faire, mais ça voudra dire notamment que s'il y a des pays qui prennent quelques libertés par rapport à la lutte contre le changement climatique, ils pourront être sanctionnés dans les règles du commerce international. Donc ça, mais ce n'est pas tout de suite, hein, c'est dans quelques temps. Donc il y aura des conséquences juridiques importantes de cet accord, puisque c'est la première fois que tous les pays l'ont signé, alors qu'auparavant, seuls les pays considérés comme riches au XXe siècle avaient quelques obligations. Là, ils ont tous des obligations. Et ils doivent tous avoir un programme national de lutte contre le changement climatique. Maintenant, est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Parce que la question la plus importante pour lutter contre le changement climatique, c'est qu'il faut des coalitions. Si vous saucissonnez le monde entier en 195 tranches de saucisson, vous allez avoir du mal à avoir une stratégie mondiale. C'est une obligation minimum, puisque, comme vous le savez, en ce moment, ce sont les États
qui détiennent le monopole de l'action internationale. Mais cela dit, si vous voulez lutter contre le changement climatique, le principal ennemi du climat, c'est le charbon. Et donc, il faudrait qu'il y ait une coalition internationale pour aider les pays qui disposent de charbon ou qui veulent commander des centrales à charbon à passer à autre chose. Nucléaire ou gaz, ou autre chose, ou renouvelable. Et donc, tant que vous n'avez pas de coalition internationale pour faire cela, vous allez avoir du mal à y parvenir, car comme vous le savez aujourd'hui, c'est le charbon qui est la ressource fossile la moins chère et la plus abondante, notamment dans un certain nombre de pays, hein, on les connaît à peu près tous, et ça va se passer surtout vers l'Asie, l'Australie, etc., l'Inde, etc. Et donc, la question de la possibilité ou de l'incitation à mener des coalitions internationales devient la question la plus importante. Or, ces coalitions internationales, les entreprises peuvent les mener. Ces financiers-là et toute l'industrie de la finance est en train de progressivement de décarboner ou progressivement décarboner ses portefeuilles, ses gestions d'actifs, etc., etc. Et c'est symbolisé notamment par monsieur Mark Carney, qui est le président de la Banque d'Angleterre et des règlements financiers, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc on a une loi sur la transition énergétique qui est extrêmement ambitieuse également, mais qui est relativement faible sur les moyens. Donc cette loi, elle s'applique surtout aux bâtiments, et de manière un tout petit peu, comment dirais-je, irréaliste, me semble-t-il, puisque elle réclame qu'à partir de 2017, donc c'est l'année prochaine, donc c'est pas cette année. Hein, ça m'a fait rigoler un peu, ça. Donc seulement à partir de 2017, cadeau pour les successeurs, il faut qu'il y ait 500 000 logements qui soient rénovés par an, etc. Bon, mais c'est extrêmement difficile à faire. Et d'ailleurs, le bâtiment se plaint d'avoir 80%, si je puis dire, de la facture de la transition sur ses épaules. Ce qui m'a paru le plus intéressant, c'est de prendre le modèle britannique. Les Anglais, quand même, sont pas mal. Ils réussissent à faire des choses pas mal. Et ils ont cette idée d'avoir des budgets tous les 5 ans, périodiques, pour voir. Alors, le problème du budget, c'est que pour l'instant, il n'y en a pas. Et donc, l'arrêté, le décret qui devait produire le premier budget n'est pas sorti. Et nous avons appris qu'il y a maintenant une séparation entre le renouvelable d'un côté et le nucléaire de l'autre. On ne sait pas très bien pourquoi. Enfin bon, bref, voilà. Donc la question du nucléaire empoisonne tout le monde, notamment sur le gouvernement. Car, franchement, maintenant, je le dis parce que je suis plutôt un anti-nucléaire d'origine, je ne vois pas comment on fait son nucléaire. Donc, voilà, je ne vois pas comment on fait son nucléaire. On a une technique qui produit beaucoup d'électricité sans produire de carbone. Quand même, c'est quand même assez étonnant, quoi. Et de mon point de vue, je préfère le photovoltaïque et le solaire en général, thermique et autres, aux éoliennes. Les éoliennes, ça a un avantage, ça ne consomme pas d'eau. Mais les obligations légales pour les éoliennes consistent certes à tout démonter, mais à laisser le béton. Ah, laisser le béton dans la terre. La marche des renouvelables est irrésistible, et donc toute la question est de savoir comment est-ce qu'on peut inventer un système flexible pour pallier l'intermittence et tout ça. Ou bien vous envoyez le CO2 sous la terre, ce qui entre nous soit dit on n'a jamais fait. Et pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait? Parce qu'on en parle tout le temps du CCS. Parce qu'en réalité, la molécule de gaz carbonique, c'est deux atomes d'oxygène pour un atome de carbone. Donc en fait, quand vous allez stocker ça, vous allez stocker de l'oxygène, vous n'allez pas stocker du carbone. Enfin, je veux dire, et donc le rendement thermodynamique et tout ça, c'est un peu absurde. De la transformation du CO2, de la nouvelle chimie, si vous voulez, qui peut utiliser le gaz carbonique comme source de carbone pour toute la chimie, parce que toute la chimie est fondée sur le carbone quand même, hein, mais c'est du carbone fossile en général. Donc voilà, c'est l'avenir ça. Et ça veut dire qu'il faut une source d'énergie décarbonée. Peut-être qui fonctionne en base. Ah, c'est infini, l'ingéniosité humaine, c'est notre première ressource, avant même l'énergie, mon cher Serge. Voilà, merci beaucoup, pardon.